Bonjour, aujourd'hui je suis là avec vous parce que j'avais envie de vous parler d'une notion que de temps en temps j'aborde lorsque j'accompagne des gens de manière personnelle au sein de mon cabinet libéral. Et c'est cette question autour de la notion d'affection et d'attachement. Deux concepts qui sont souvent confus, qui créent une confusion. Quelle est la différence entre l'attachement, la confusion, et qui est vraiment important parce que dans l'accompagnement des personnes pour se libérer, pour se retrouver, pour se guérir et éviter des situations difficiles, mais parfois on fait du travail où on coupe des liens d'attachement et donc ça peut être difficile à percevoir. Et c'est ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui, cette différence, pour justement concevoir le travail qu'il y a derrière. Alors je me présente Denis Voland, psychologue, psychothérapeute, et aujourd'hui pour vous présenter ce concept d'attachement ou d'affection, j'aimerais prendre l'exemple de l'histoire de ce nouveau bébé qui va naître qu'on va appeler Willy. Allez, Willy, c'est parti. Donc Willy, c'est un bébé que quand il va naître, la première chose dont il va être capable, c'est regarder sa mère et ressentir de l'amour. Donc l'amour, c'est de l'affection. Il y a différents types d'affection, il y a la tendresse, il y a différents types d'amour également. Mais en tout cas, ce jeune Willy, quand il naît, sa première capacité, c'est de ressentir l'amour envers cette personne qui est sa maman. Et cet amour fait qu'il va l'observer et il va, grâce à ce qu'il a déjà tout petit, ses neurones miroirs, capter ce qui se passe à l'extérieur et grandir en intégrant ce qu'il voit, ce qu'il observe, mais aussi ce qu'il ressent. C'est-à-dire que ce jeune Willy, on voit à un certain âge, au bout de quelques mois, si la maman s'amuse à lui tirer la langue, à faire les joues rondes ou autre, on voit que le bébé, il va être dans l'imitation, grâce à ses neurones miroirs en partie. Il va faire les joues rondes, on va s'extasier devant ces petites mimiques. Puis quelques mois après, donc toujours dans la première année, on voit qu'il va être capable de reproduire ces mimiques sans l'intervention de sa maman, de son papa, voilà, de sa famille. Et alors, à ce moment-là, c'est une grande joie. Il est en train d'intégrer des comportements, des choses, et d'être dans le lien, dans l'échange avec son entourage. C'est quelque chose de fondamental pour lui, parce qu'il n'est pas assez mature physiquement et psychiquement pour survivre. Alors, il veut maintenir ce lien, c'est vraiment important, c'est une question de survie. Et cet amour, cet attachement va être essentiel à cette survie. Mais il y a aussi l'attachement euh, invisible. Il va observer ce que je veux dire au niveau des neurones miroirs. Il va observer aussi des comportements chez son papa et sa maman qui vont rentrer fatigués du travail, qui des fois vont avoir des colères, de l'anxiété, des tensions musculaires en lien avec ses émotions. Et lui, il va les reproduire, ces tensions musculaires, sans savoir que c'est du stress, mais il va peut-être stresser son organisme. Il va aussi être dans cette reproduction. Et en tout cas, c'est ce qui lui permet d'être en lien, lui permet de survivre. C'est essentiel pour lui. L'affection est la première capacité que l'on a quand on est au monde, et c'est quelque chose de merveilleux en soi. Et puis, cette affection va se transformer en lien d'attachement. C'est comme c'est une question de survie. On a besoin que la personne prenne soin de nous, et encore plus, on a besoin que la personne nous regarde, qu'elle nous fournisse de l'attention. Eh bien, on va tout faire pour garder cette attention. En faisant les mimiques, en voyant ce que ça agit sur notre environnement, puis le cerveau devient plus mature, et on réalise, le petit Willy réalise, ou plutôt son cerveau, va réaliser que ce n'est pas gratuit cet attachement, ce lien d'attachement. Pour continuer d'avoir l'attention, il va falloir qu'il réponde à des demandes qui ne sont pas formulées de manière consciente par le papa ou la maman. Le papa ne va pas dire fais ci, fais ça. Mais il va voir que certains comportements vont plaire ou déplaire à ses parents. Puis ses parents vont avoir une manière de fonctionner qui vont finalement, comme des ordres donnés, il faut être sage, il faut être poli, surtout un peu plus grand, pour aller à l'école. Allez, dépêche-toi, on est en retard. Des petites choses qui se répètent. Dépêche-toi, fais vite. Allez, fais vite, maman est fatiguée, elle va aller se coucher. Dépêche-toi de te laver les dents. Ou des choses comme ça. Ou le papa qui dit ah, t'es tombé, mais t'es un bon gars, t'es un garçon, sois fort. Allez,
continue, on ne pleure pas, des choses tout à fait normales. Mais en fait, on va se créer des injonctions. C'est comme si ça devenait des ordres. Pour garder l'attention de ses parents, on va répondre à leurs demandes. Mais ces ordres ne viennent pas que des parents. À la crèche, il y a des choses qui arrivent comme ça. À l'école, dans le monde éducatif, il y a des injonctions. Dans notre culture, il y a des injonctions. Si on a une religion, il y en a aussi. Il y en a de différentes façons. Et on va y répondre afin de maintenir l'attention. Parce que, qu'est-ce que c'est l'attention chez ce petit Willy? Quand il naît, son cerveau, il n'est pas mature. Il se développe. Et quand il a de l'attention, c'est comme un feu d'artifice, de l'électricité dans tous les sens. Ça va créer des connexions de partout. Ça va comme une ville, le cerveau qui s'illumine la nuit, allumer des lumières de partout et des connexions. Quand il n'y a pas l'attention, les lumières s'éteignent. Et s'il n'y a pas l'attention pendant un certain temps, si toutes les lumières s'éteignent, le bébé finit par mourir. S'il devient plus grand, qu'il a l'attention et que vers 5-6 ans, le regard de l'autre, l'attention diminue, ces lumières commencent à s'éteindre, il y en aura toujours qui resteront éveillés et il va finir par développer des retards mentaux, des grosses difficultés psychologiques. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis. Ça, c'est des choses qui sont prouvées dans la littérature, où on a observé des enfants dans des orphelinats où il n'y avait pas d'attention, suite à certaines guerres, où on a vu chez les bébés ce que faisait cette différence du regard porté sur lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de scientifique. On a besoin, le petit Willy a besoin de cette attention. Et le système nerveux, il sait que ces lumières, c'est la vie. Il a besoin de créer ces connexions. Et donc, il va rechercher cette attention pour continuer d'avoir ces petits feux d'artifice qui font qu'il crée de nouvelles synapses, des neurones qui se connectent entre eux, pour garder cet élan de vie. C'est essentiel pour lui. Et donc, l'attachement, ce n'est pas l'amour et l'affection, ça en découle. L'attachement est essentiel parce que c'est ce qui va permettre de construire une personnalité. On va avoir des qualités. On va pouvoir se dire, il faut que je fasse attention aux autres, ou il faut que je fasse bien les choses, ou d'autres choses. Ça va dépendre dans l'environnement dans lequel ce petit Willy va grandir. C'est une très bonne chose. Mais parfois, quand on devient adulte, quand on vit certaines choses, qu'on n'arrive pas à sortir de certaines situations, on sait que cet attachement peut être lié à ses limitations. Comment ça se fait? Alors, je vais faire cette différenciation entre ce qu'est le petit Willy et ce qu'il va montrer à sa famille. Le petit Willy, dans la conception, je crois que c'est assez rapide, c'est au bout de 8 jours où l'ovule est fécondé, on observe, avant même que les poumons n'existent, ce qu'on appelle une respiration primaire. Il y a un mouvement respiratoire qui s'effectue avant même que les poumons n'existent. Et pour certaines personnes, alors ça on peut le mesurer, ensuite l'interprétation peut différer, mais pour certaines personnes, elles soulignent que c'est le moment où c'est l'âme, la personnalité de l'enfant, c'est là que ça se construit, qu'il vient à la vie. Que la vie est vraiment là au début de cette respiration primaire, qui n'est pas la respiration que l'on fait avec l'oxygène et le carbone que l'on rejette. Et cette respiration, ce qui est surprenant, c'est que quand on meurt, elle continue d'être présente pendant un certain temps. Et c'est plusieurs heures après la mort. Je ne sais pas, même si c'est pas beaucoup plus, il faudra que je vérifie, mais que cette respiration, on peut la mesurer, qu'elle disparaît aussi. Et pour parler de cette respiration, comme si l'âme venait, c'est comme si ce Willy, il a déjà à ce moment-là, à 8 jours après la fécondation, son identité qui est là. Quand il est né, il a qui il est, son identité qui est déjà en partie là. Des choses dans ses gènes, dans sa manière d'être ou quelque chose d'autre qui font qu'il a sa personnalité. Et pour garder l'attention, il va répondre, il va apprendre à toutes ces demandes de son environnement, les parents, la culture, la société. Il va y répondre. Et pour cela, il va se créer on appelle ça un moi social. Ce moi social, c'est la manière dont on répond à tout ça et
c'est notre personnalité qu'on montre à tout le monde. Et parfois, il peut y avoir un décalage entre qui l'on est vraiment et cette personnalité. Ce décalage va créer comme une sorte d'enfermement. Il est tellement grand qu'on n'est pas bien, mais on en souffre, et on reste enfermé dans ce qu'on montre à notre société, à notre environnement, à nos amis, à nos proches. Parce que, pour le système nerveux, cette manière d'agir, c'est la manière de maintenir ces feux d'artifice dans la tête, c'est-à-dire toutes ces connexions, toute cette attention, même si les feux d'artifice ne sont pas présents, le système nerveux a inscrit que c'est la vie, c'est sa survie qui est en jeu. Et donc il va continuer à agir d'une certaine manière en pensant que sa survie est en jeu. Alors qu'une fois qu'on est adulte, parfois on n'a plus ses parents qui sont avec nous, on n'a plus ce regard directement par eux. Et pourtant on survit, on continue à vivre, et là on ne crée pas de troubles psychiatriques comme du retard mental, où on n'est pas en danger de mort imminente. Mais notre système nerveux, lui, il se dit, je vais continuer. Ce lien d'attachement avec mes parents, c'était ça qui me permettait de rester en vie. Je vais le maintenir, c'est important, parce que si je le perds, je vais mourir. Là, le système nerveux, il peut se leurrer. Et donc, quand on maintient ce lien d'attachement, ce petit Willy qui a peut-être 40 ans, 30 ans, 20 ans, je ne sais pas, en le maintenant, il va générer certaines situations qui vont se répéter. Et pour se libérer, se retrouver qui il est vraiment, il faut qu'il coupe ces liens d'attachement. Ces liens, l'attachement, c'est voilà cette petite ficelle inconsciente qui nous dit agis comme ça, continue d'agir comme ça pour ta survie, même si ce n'est peut-être plus nécessaire actuellement. Pour revenir à l'affection, la tendresse, l'amour, comme ça en découle, il peut y avoir cette confusion, mais ce n'est pas la même chose. On peut aimer profondément, avoir de l'amour profond avec ses parents et ne plus avoir de lien d'attachement. C'est-à-dire, je suis assez grand grâce à ce que vous avez pu m'apporter, je sais prendre mes décisions. Et même si ça vous fait vous éloigner de moi parce que vous ne les aimez pas, je peux continuer à vous aimer, mais je peux prendre mes propres décisions. Et consciemment, on croit que l'on fait ça. Mais bien souvent, nos actes sont indiqués par ce qui se passe au niveau subconscient, entre la conscience et l'inconscient. Ces messages qu'on arrive à rechercher par un accompagnement que certains thérapeutes peuvent vous fournir, celui que je fournis aux personnes que j'accompagne également, où on peut retrouver qu'est-ce qui se joue, est-ce qu'on a cette petite corde qui nous limite, qui nous freine, qui nous empêche de nous connecter à qui l'on est vraiment, et donc d'être complètement libre. Parfois, on se dit, je vais prendre un exemple. Donc, ce petit Willy, il grandit. Et puis, il travaille en libéral et il a du mal à faire payer sa clientèle. Voilà l'exemple. Il a du mal à faire payer sa clientèle. Il dit, c'est toujours dur pour moi. Et quand il fait des heures supplémentaires, il dit, je ne vous le fais pas facturer, c'est moi qui ai fait l'heure, c'est pour moi. Et du coup, il n'arrive pas. Il est possible, alors chaque situation est différente, il peut y avoir plusieurs origines. Mais il est possible que l'une des origines soit liée aux parents qui avaient une manière de considérer l'argent comme quelque chose de pas neutre. Soit ceux qui sont riches, c'est tous des snobs, ou soit moi j'aime l'argent et je vaux mieux qu'eux. Que ce soit l'un ou l'autre, il peut y avoir une relation spéciale qui s'inscrit. Et ce petit Willy, s'il était très proche de ses parents, par exemple, on va dire de sa maman, qui disait les riches c'est tous des snobs, il va s'empêcher de devenir riche, de gagner de l'argent pour éviter de perdre cet attachement qu'il a construit, qui a été nécessaire à un moment donné, et donc de se mettre en danger. C'est pas l'argent qui le met en danger, c'est cette construction au niveau du système nerveux qui le met en danger. Et imaginons que cette personne dise j'avais pris l'exemple inverse, qui gagne de l'argent, qui le montre à tout le monde. Si le petit Willy il est proche de sa maman,
il n'y aura pas de souci, l'argent, ça sera quelque chose de sain pour lui, et tant mieux. Mais si cette maman était peut-être maltraitante, le lien d'attachement est important, il existe dans la maltraitance aussi. Il va vouloir le garder, mais il va le garder tout en maintenant une distance en disant je veux tout faire pour ne pas être comme elle. Donc du coup, je n'ai pas le droit de gagner d'argent, je ne dois pas l'être. Je garde le lien d'attachement et il est dans cette difficulté avec sa clientèle, par exemple. Alors là, j'ai pris un exemple très... on peut aller beaucoup plus loin. C'est un exemple comme ça qui m'est venu, qui peut paraître un peu facile. Des fois, il y a d'autres enjeux. Et même si j'allais dire, il peut paraître simple, hein, mais le système nerveux, il est assez simple. Moi, j'ai tendance à voir le monde de manière, il n'y a pas de blanc et de noir. Il y a une multitude de variations de couleurs entre les deux. C'est pas binaire, oui, non. Mais le système nerveux, lui, par contre, c'est très simple, presque binaire, finalement. Je risque de mourir, j'évite ça. Il y a un danger, j'évite ça. Et j'évite tout ce qui se rapproche au danger, même si c'est des choses positives. Il ne cherche pas à comprendre, il est là pour notre survie. Et si quelque chose n'apporte pas de danger, là, il est capable. Donc couper les liens d'attachement, c'est se libérer, être capable de se retrouver, être capable de prendre des décisions qui, pour le système nerveux, ne sont pas synonymes de danger. Et donc, sur l'exemple, on est capable d'être riche, d'être pauvre, c'est pas grave, il n'y a pas de danger. Et il y a plein d'autres exemples comme ça qui sont possibles également. Voilà. En tout cas, ce petit Willy, il peut continuer toute sa vie à avoir de l'affection, à aimer ses parents, à avoir de la tendresse ou non, tout en coupant ses liens d'attachement si cela crée dans son quotidien des limitations, des contraintes. Et pour savoir si cet attachement crée des contraintes, il existe justement des méthodes, des outils d'accompagnement, une posture que un psychothérapeute, un psychologue peut vous apporter justement pour vous libérer, pour avoir plus de liberté. Et c'est quelque chose donc qui se rencontre assez singulièrement. Voilà, en tout cas je vous remercie de votre attention. J'ai fait une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo. Si ça a généré des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et s'il y a eu des confusions ou voilà qu'il y a besoin d'éclaircissement, je me ferai un plaisir aussi de pouvoir apporter un éclairage là-dessus. Je vous souhaite en tout cas une excellente et merveilleuse journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.